Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons parler de deux événements, nous allons mettre en rapport, en relation, deux événements. Le premier qui s'est passé aux États-Unis et le deuxième qui est en train de se passer en Chine populaire. Donc ces deux événements, en fait, ils sont reliés. D'une certaine manière, ils ont pas de rapport entre eux, mais ce sont des événements qui se rapportent à ce qu'on pourrait appeler la géoéconomique, c'est-à-dire la géopolitique des relations économiques. Alors le premier événement qui a marqué l'actualité cette semaine, c'est la déclaration de Joe Biden, l'actuel président des États-Unis, sur sa volonté d'imposer des tarifs, comme on dit en anglais, des taxes douanières plus importantes sur les véhicules électriques chinois. On sait que les véhicules électriques chinois sont au cœur aujourd'hui d'une sorte de guerre commerciale, d'un conflit commercial plus ou moins larvé, plus ou moins direct entre à la fois les États-Unis et l'Europe ou la Chine, et que quand Xi Jinping est allé visiter la France, rencontrer le président Emmanuel Macron et la présidente de la Commission, von der Leyen, avant de se rendre, comme on l'a dit semaine dernière, en Serbie et en Hongrie. Évidemment, un point de contentieux par rapport à ce voyage européen de Xi Jinping, c'était les voitures électriques. Pourquoi ? Parce que les voitures électriques, ceux qui sont vendus en Chine, en Europe, aux États-Unis, n'ont pas du tout le même rapport en termes de prix. Donc on estime que les voitures électriques sont 40% à 50% moins chères en Chine que en Europe ou aux États-Unis. Et donc, si une voiture électrique chinoise est vendue sans, du point de vue du marché libre, sans tarif douanier, il est donc sur le marché européen à un prix presque moitié d'un véhicule électrique européen ou américain. Et donc, évidemment, ça lui donne un avantage commercial définitif. Et on sait que, de plus, pourquoi est-ce que c'est un peu au centre des préoccupations ? C'est parce qu'en fait, depuis le début de cette année, Xi Jinping avait lancé une nouvelle idée économique qui est en fait de générer de la croissance à travers de l'économie à haute valeur ajoutée, ce qu'il avait appelé les nouvelles forces productives, et donc tout ce qui est ce type de produits, que ce soit les éoliennes, les panneaux solaires, les semi-conducteurs, les batteries électriques et donc les véhicules électriques font partie de ces nouvelles forces productrices sur lesquelles la Chine mise afin de contrebalancer une demande domestique toujours atone et aussi une crise immobilière et partiellement bancaire toujours existante et une situation toujours fragile de ce point de vue de la dette des ménages et commerciales en Chine, et surtout de la dette des territoires et des provinces qui se sont beaucoup endettés pour notamment pendant la période du Covid et qui pendant longtemps ont misé, ces provinces chinoises ont misé sur la vente de terres donc aux géants de l'immobilier. Donc ils vendaient des terres qui rendaient constructibles pour pouvoir générer des revenus au niveau des provinces. Mais à partir du moment où l'immobilier est en crise, c'est pas simplement les géants de l'immobilier qui sont en crise, c'est aussi les provinces qui comptaient sur les revenus de l'immobilier, de la vente des terres, pour équilibrer leurs comptes. Donc les voitures électriques font partie de ce nouveau type de produits chinois qui sont soumis à l'export, et le marché chinois lui-même est déjà en partie saturé, on l'a dit, une demande à tonnes, et donc la seule manière de trouver une voie de sortie, c'est l'exportation. Donc, d'où la nécessité pour l'Europe et pour les États-Unis de réagir.
Et donc, on a vu que quand Xi Jinping était allé en Europe, Macron et von der Leyen avaient demandé que Xi Jinping prenne en compte la situation d'excédent de ces produits par rapport à l'offre européenne, mais Xi Jinping avait dénié un tel excédent et il n'avait pas eu pour l'instant de plus d'avancées sur ce domaine-là. Et donc cette semaine-là, c'est la semaine prochaine, donc la semaine dont on parle aujourd'hui, donc la semaine qui vient de s'écouler, Joe Biden, il y a 2-3 jours, a déclaré donc qu'il allait imposer des taxes douanières de 100% sur les véhicules électriques. Avant, ces tarifs étaient de 25%. Donc avec un tarif douanier, avec une taxe douanière de 100%, évidemment le différent entre la voiture électrique chinoise et la voiture électrique américaine est complètement résorbé. Et en fait, pourquoi est-ce que Joe Biden fait ça? Évidemment, ça se comprend aussi dans un contexte électoral, ça se comprend aussi parce que Donald Trump a lui promis que s'il était élu, il imposerait de nouveaux tarifs, de nouveaux taxes douanières sur les produits chinois, 200%, 200% notamment sur les véhicules électriques. Donc, Joe Biden était un peu obligé de s'aligner sur ça, parce qu'il est toujours considéré par une certaine frange de la population de façon un peu irrationnelle comme China Joe Biden, parce qu'il serait trop souple par rapport à la Chine, et donc là il a voulu marquer un coup. Mais en fait la réalité, le problème de ces tarifs, de ces taxes douanières, c'est qu'en fait elles ne marchent que sur les véhicules qui sont importés directement de la Chine vers les États-Unis. Et en fait ce qui se passe en ce moment, c'est que la plupart de ces véhicules aujourd'hui ils sont d'abord en fait envoyés au Mexique, et là ce type de tarif ne peut plus s'appliquer. Donc il y a en ce moment ces constructeurs de automobiles électriques font un forcing pour les envoyer le plus possible au Mexique avant la date de l'application de ces nouveaux tarifs douaniers, afin qu'ils puissent comme ça traverser la frontière. Okay. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la visite de Vladimir Poutine en Chine. Alors, cette visite, elle est importante, c'est une visite d'État, c'est une visite de 2 jours, et c'est évidemment une visite qui fait suite à celle de Xi Jinping en Serbie et en Hongrie, des pays qui sont les plus critiques vis-à-vis de l'OTAN et les moins critiques vis-à-vis de la Russie. Et lors de cette visite de Vladimir Poutine en Chine, évidemment, les deux dirigeants des pays autoritaires ont affirmé à nouveau leur amitié sans limite, leur entente cordiale, leur volonté de s'unir contre un ordre mondial qui serait unipolaire, qui serait donc commandé par les États-Unis. Et on sait aussi que les deux pays, en fait, sont de plus en plus dépendants, d'une certaine manière, ont augmenté leurs relations commerciales, la Chine et la Russie. Donc la Chine important des matières premières, du gaz notamment, et du pétrole, et la Russie important de Chine des produits manufacturés. Et donc, pourquoi est-ce qu'on peut mettre en rapport ces deux événements? Parce qu'évidemment, on a ici véritablement une sorte de contrepoids ou de contre-réaction, où vraiment, ici, on voit que cette formation de bloc, les États-Unis d'un côté et de l'autre, cette alliance Chine-Russie prend une forme à la fois géopolitique et géoéconomique, et ce, d'autant plus que cette amitié entre la Russie de Poutine et la Chine de Xi Jinping intervient toujours donc dans ce contexte de la guerre en Ukraine, et la Chine n'a jamais condamné cette guerre-là. Et aujourd'hui, dans les capitales européennes et à Washington, on se dit et on sait que si les sanctions contre la Russie n'ont pas marché, c'est parce que la Russie a le soutien économique de la Chine. Et inversement, Xi Jinping et Poutine savent très bien jouer aussi de cette méfiance envers l'Occident, qui se manifeste notamment dans la polarisation
des discours et des attitudes face à ce qui se passe au Moyen-Orient, la guerre en Palestine, suite aux attentats palestiniens du Hamas, plus exactement, contre Israël. Et donc, de façon intéressante, évidemment toujours un peu idéologique, Xi Jinping et Poutine donc se disent qu'ils s'opposent à la mentalité de la guerre froide, qui s'opposent à l'unitarisme hégémonique, alors même que finalement, justement, leur alliance, leur discours manifeste une telle mentalité. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si on s'oppose à la Chine et à la Russie, de ce point de vue narratif, on serait à l'intérieur d'une mentalité de la guerre froide, alors même que c'est leur alliance donc leur alliance anti-occidentale qui crée aussi cette réalité d'une nouvelle guerre froide qui aujourd'hui prend véritablement la forme d'une alliance, ou en tout cas d'une coopération. On peut pas parler d'alliance au sens propre, mais d'une coopération extrêmement renforcée entre la Chine et la Russie. Et on a d'un côté donc c'est les États-Unis qui se protègent de la Chine et la Chine et la Russie qui augmentent leurs relations, qui développent encore plus la relation. Et un bon exemple de ça, c'est le fait que Poutine va effectuer une visite dans l'Institut de technologie de Harbin, qui justement a été sanctionné en 2020 par le gouvernement américain parce qu'il est au cœur de l'aide militaire supposée de la Chine à la Russie, et il est aussi au cœur du processus industriel d'armement de la Chine. Donc ça, ce sont ces deux événements qui manifestent une nouvelle forme de guerre froide géoéconomique qui vraiment aujourd'hui semble de plus en plus se solidifier. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.